Et salut les rôlistes, bonsoir, bonjour à toutes et tous. Et voilà un premier épisode, une première session sur une émission qui m'a été demandée euh, à la fois par mes joueurs, mes joueuses, mais aussi par pas mal de personnes sur YouTube. Une émission qui vise à expliquer comment j'ai appréhendé, préparé, maîtrisé, joué l'ennemi intérieur, la campagne de l'ennemi intérieur pour Warhammer. Donc ça ne sera pas qu'une seule émission, ça sera en format podcast, donc pas besoin de regarder l'écran, même si je vais montrer quelques images, juste ma voix. Parce que effectivement, la fin a été assez abrupte. La fin de l'Empire en ruine, le dernier épisode, l'épilogue a laissé nos personnages dans un futur sombre, certains disparaissant à tout jamais du vieux monde, d'autres promis à un avenir sombre et périlleux. En tout cas, je vais me permettre de faire un peu la genèse de cette campagne qui a débuté il y a quelques années, puisque en fait on a mis plus de 4 ans de jeu avant de la terminer. Et tout a commencé en fait après le Covid. Après le Covid, je me suis dit tiens, on a un peu de temps, on va pouvoir jouer en virtuel. Et donc j'ai regroupé 3 joueurs, une joueuse et 2 joueurs, pour m'accompagner dans cette aventure. Et puis, pas dans cette session, mais dans une session prochaine, je vais quand même préciser comment il faut choisir, faire le casting de cette campagne qui est relativement longue. Et donc il faut être assez sûr de son casting. Mais avant tout, parce que il faut quand même un peu parler de la présentation générale de l'ennemi intérieur. Déjà, on est dans l'univers, le jeu de rôle Warhammer, un jeu qui commence à dater, puisqu'il date, la première édition, c'est 1986 par Games Workshop, et puis ça a été traduit en français, par Jeu des cartes à l'époque. Donc 1986, 2025, bientôt, dans pas longtemps, le jeu aura 40 ans. Et j'étais né déjà quand c'est sorti, mais trop jeune pour jouer en 1986. Donc c'est un jeu qui clairement, c'est du média fantastique, on peut l'appeler comme ça. C'est pas du Donjons et Dragons, c'est un univers avec une société sombre. C'est assez gothique quelque part, c'est un univers un peu fou, un peu désespéré. On est dans un univers dans l'Empire dans lequel la campagne va se jouer. On est à la fin du Moyen-Âge, on a quelques éléments de Renaissance, la poudre par exemple, et on va se positionner dans l'Empire, dans le calendrier impérial. On est en 2512 du calendrier impérial, donc 2512 ans après l'élévation de Sigmar en tant que dieu tutélaire de l'Empire, après que celui-ci ait réuni tous les clans, toutes les tribus, toutes les factions de ces terres qui n'étaient pas l'Empire, et on a fait un empire il y a 2512 ans. Il y a eu pas mal d'éditions de Warhammer, tout avec, et je ne vais pas revenir, tout avec plus ou moins un succès, plus ou moins celle que j'ai suivie. Et je vais parler un instant de moi, je le fais peu, mais peut-être à cette occasion de dire que moi j'ai joué à Warhammer dans les années 90-90 avec mes potes de lycée que je salue, voilà, par la présente, puisque comme Thomas par exemple, qui m'a fait jouer dans ce monde. Je n'étais pas MJ, j'étais joueur, et à l'époque j'ai fait tout ce qui sortait. Dans la première édition de Warhammer édité par Descartes, j'ai joué à peu près tout dans un délire d'adolescent qui, je pense, trahissait certainement l'ambiance du jeu, était à la fois humoristique, adolescent, et puis plein de plaisir à combattre des gobelins, à accumuler des objets magiques, etc. etc. Donc, j'ai joué pas mal, et puis quelques années après, il y a eu la V2, j'ai continué de jouer, jamais je ne maîtrisais. Et puis avec la sortie de cette édition, la quatrième, celle de Cubicle 7 en Angleterre, et ben, je suis retombé dessus et je me suis dit, tiens, voilà un jeu qui a forgé mon adolescence,
Il y en a d'autres, hein, comme des films ou comme d'autres jeux, l'appel de Cthulhu, et celui-là particulièrement. Et donc, je me suis dit, voilà, je vais maîtriser cette campagne mythique, mythologique, fameuse, et je vais me lancer dans cette aventure de la préparer. Nous étions à une époque où seulement les deux premiers livrets, Enemy in Shadows et Death on the Way, qui étaient sortis en anglais, et notre éditeur français, dont j'oublie toujours le nom parce que j'ai jamais rien acheté finalement chez eux, Cause Project, n'avait même pas commencé la traduction. Donc voilà, la campagne que j'ai jouée, le modèle de la campagne que moi j'ai maîtrisé, s'appuie sur la dernière version en date de Cubicle 7 en anglais. Et sur l'écran, je vous mets les 5 livrets, parce que je pense que c'est important d'expliquer que la campagne se joue avec 5 livrets. Et alors, plus précisément, dans cette édition, il y en a 10. Il y a les livrets qui correspondent au scénario, et à chaque fois, il y a le compagnon du livret qui vient rajouter du contexte, rajouter des PNJ, une campagne parallèle en même temps avec un nécromancien. Donc vous avez, si vous voulez investir dans cette campagne, vous avez l'équivalent de 5 livrets principaux et 5 compagnons qui viennent enrichir pour des dizaines, alors j'allais dire des dizaines, mais des centaines d'heures de jeu si vous le souhaitez. Pour revenir sur la trame même, la présentation de l'ennemi intérieur. Alors l'ennemi intérieur, Enemy Within, The Enemy Within en VO, donc souvent vous allez trouver TEW, donc TEW pour l'acronyme en anglais. On l'appelle aussi la campagne impériale. Alors ça vient, je crois, d'un supplément qui s'appelait campagne impériale de l'époque de la V1. Et donc le nom est resté, mais c'est pas une campagne impériale, même si il y a un protagoniste, spoiler inside, vous allez à un moment donné, bien entendu, les personnages vont rencontrer, en tout cas rapprocher plus que rencontrer l'empereur. Mais donc l'ennemi intérieur, je trouve que le nom est particulièrement bon. Je vais essayer de pas trop spoiler pour ce premier épisode, quoique je pense que si vous allez le jouer, vous ne serez pas trop spoilé en disant que l'ennemi intérieur c'est le titre, et vous comprendrez bien que le groupe de PJ va devoir s'affronter à un ennemi qui est au sein de l'Empire, même qui sait peut-être parmi le groupe, l'ennemi intérieur. Moi je l'ai toujours vu à deux niveaux, à la fois dans l'univers, dans le monde, dans le vieux monde, mais aussi au sein des joueurs. Spoiler, et je vous en dirai plus quand on parlera des joueurs. Donc ça a été, c'est le thème, hein, les thèmes principaux. On est sur un ton qui est plutôt noir, assez cynique. On va commencer sur une enquête. On est assez proche de l'appel du Cthulhu qu'on jouerait dans le Dark Age. Et puis on va aller s'enfoncer de plus en plus dans une trame politique, je dirais plus conspirationniste que politique, donc avec des factions nombreuses, et parfois qui peuvent d'ailleurs être trop nombreuses et difficiles à suivre. C'est un sujet, hein, vu la taille, l'ampleur de la campagne, il faut être extrêmement, on va dire, rigoureux, et que à la fois pour le MJ, pour pas dériver, et puis aussi pour les joueurs, d'arriver à voir les factions, les PNJ principaux, même si dans ma version j'ai essayé de simplifier pour que l'intrigue soit plus stable pour les joueurs, sinon on risque de s'y perdre. Le cadre est assez profond, très riche, où il y a énormément d'informations sur le vieux monde et sur Warhammer disponibles sur internet, ce qui fait que pour un MJ, raconter, décrire le cadre, c'est assez simple une fois qu'on s'est un peu imprégné. Il y a même des romans dans l'univers de Warhammer, donc si on s'imprègne un peu, on peut arriver à rentrer et donner l'ambiance. Mais ayez en tête, c'est une grande enquête, hein, ayez en tête que c'est une grande enquête, et qui au début se joue, on va dire, à l'échelle locale, et va prendre de l'ampleur au fur et à mesure, et vos personnages, qui sont, et je pense que ça c'est aussi un point très important, qui doivent être les acteurs majeurs de la campagne, et ce qui est parfois compliqué dans cette campagne, parce que on pourrait les avoir juste comme figurants, et donc ça c'est vraiment le conseil sur cette campagne, c'est de faire de vos personnages les acteurs majeurs de la campagne, ce qui n'est pas évident,
puisque vous verrez en la lisant ou quand je vais la décrire, que parfois ils peuvent se faire balader. D'ailleurs, c'est un peu le propos, puisque c'est conspirationniste, donc ils vont un peu se faire balader, et qui peuvent, en fonction de type de personnage interprété, ne pas vraiment avoir leur place dans certaines scènes. Et voilà, tout l'art du MJ et de la narration va faire que on va à la fois suivre une intrigue et puis leur permettre d'avoir l'agentivité, de pouvoir agir dans le cadre de cette intrigue. Et peut-être, pour donner encore quelques éléments de thème, c'est pas du high fantasy, donc en fait on va être dans des thèmes de corruption. La corruption du chaos, des dieux du chaos, corruption morale, corruption politique. On va être dans la trahison, de l'usurpation, les doubles, dans le faux semblant, quasiment en permanence. Et puis dans une espèce de paranoïa, de déclin. Et quand l'Empire est rongé de l'intérieur, et d'ailleurs moi je conseille que dès le début, dans Enemy in Shadow, le premier, il y a plusieurs fins possibles. Moi je conseille à tous les MJ d'en prendre la pire fin possible et de effectivement montrer comment l'Empire peut être rongé complètement de l'intérieur par le chaos. On en parlera quand j'arriverai sur ce module-là. Et puis c'est aussi un univers absurde, extrêmement cruel. Donc n'hésitez jamais à remonter l'absurdité de ce monde, la cruauté terrible de ce monde, sans en abuser, bien entendu. Voilà, pas de grands donjons, on n'est pas, même si parfois il y a des propositions, on est plutôt dans le RP, mais des beaux combats quand même. Et c'est ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est à la fois il y a du RP, mais il y a des combats dans un système. Je ne parlerai pas du système parce qu'il peut laisser à débat, mais le système je le trouve très mortel. En termes de combat bien entendu, et puis il y a plein de compétents, donc il y a un petit côté tactique pour les joueurs qui aiment ce type de système. Je pense que la campagne peut être jouée dans d'autres systèmes que je nommerai pas ici, mais aisément sur d'autres systèmes. Attention, Dark Fantasy plutôt mortel, hein. Voilà, quand même, pour que ça garde son piment. J'ai eu pas mal de fois la question dans les commentaires, pourquoi je l'ai fait jouer et pourquoi moi je considère qu'elle est culte. Alors, c'est pas facile, hein, pourquoi elle est culte, parce qu'elle est grande et elle a été jouée des dizaines de fois. Je suis même pas sûr qu'elle ait été terminée par un grand nombre de joueurs vu la taille de celle-ci. Mais je pense qu'elle a influencé de manière majeure tout un pan du jeu de rôle plutôt européen. Pas forcément américain, mais plutôt européen, britannique, Europe. Et c'est une approche très mature du jeu de rôle par rapport à d'autres jeux qu'il pouvait avoir à l'époque, loin des quêtes héroïques. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'à ce moment-là de l'histoire, dans les années 80-90, elle a été considérée comme un must-have, comme les Masses du Nyarlathotep que j'ai fait jouer aussi, qui je pense est un joyau. Voilà, pour moi les deux grandes, c'est ça. Après, je pourrais en trouver d'autres, mais la campagne intérieure, la campagne de l'ennemi intérieur, c'est riche. C'est aussi une campagne qui est faite pour découvrir Warhammer. Et ça, je pense que c'est aussi pour ça le premier livret, L'ennemi dans l'ombre, à Bogenhofen, est vraiment quelque chose que vous pouvez jouer de manière complètement indépendante et qui va vous permettre de découvrir l'univers de Warhammer. Et c'est pour ça que je pense que cette campagne, elle est mythique, parce qu'en fait, vous pouvez la jouer à la hauteur du temps que vous avez, et puis peut-être vous arrêterez au premier, deuxième, troisième livret, ou peut-être à la fin, mais de toute manière, chaque livret est d'une richesse infinie. Je vous dirai mon préféré à un moment donné, mais allez, je dévoile le livret principal, qui est quand même Le pouvoir derrière le trône, qui est un plaisir à maîtriser pour un MJ, balader ses joueurs, mais aussi leur donner dans une enquête politique à haut niveau des éléments de réponse au fur et à mesure. C'est vraiment un grand plaisir, à la fois d'univers, mais dans tous les livrets, hein, on voit l'univers qui transpire en permanence, et on est dans le vieux monde, on n'est pas dans n'importe quel monde de fantasy à chaque instant. Donc, pourquoi je considère que c'est une majeure? Parce qu'elle est belle, bien écrite, elle est longue, elle fait progresser les joueurs, enfin les personnages, les joueurs en expérience dans l'univers de Warhammer, mais les personnages d'une première carrière à leur dernière carrière, et à maîtriser les tenants et les aboutissants de l'Empire. Voilà, je vais prendre quelques instants
pour sa première session, pour vous donner la structure de la campagne. Alors le premier, Enemy Shadow, donc l'ennemi dans l'ombre, c'est la première partie, et on avait fait une émission avec deux rôlistes dessus. N'hésitez pas à aller la voir, à faire en détail. Là, je vais le faire en 2 minutes, l'intrigue. On est poussé, on est carrément poussé, et les joueurs sont carrément poussés à se rendre à Bogenhofen, dans une ville dans laquelle il y a la Schaffenfest, une grande fête. Et puis là, il va y avoir une enquête qui va déboucher sur la découverte d'un spoiler inside, d'un complot à haut niveau mais local à Bogenhofen, et puis le traditionnel mais toujours efficace, si vos joueurs arrivent jusque là, invocation de peut-être un portail, d'une porte de démon qui peut plus ou moins mal tourner. Donc on est sur vraiment un petit bijou d'introduction. On peut le faire en one shot, c'est-à-dire peut-être en dizaine de sessions sans que ça soit dans la campagne même. C'est le livret certainement le plus court. Le compagnon va plutôt parler de l'univers. D'ailleurs, à ce moment-là, j'irai plus en détail sur les compagnons dans une session ultérieure. Mort sur le Rex, c'est le deuxième. Alors, il pourrait arriver comme un cheveu un peu sur la soupe. Le lien entre l'ennemi dans l'ombre et Mort sur le Rex, c'est un peu ténu. Et c'est là où je vais donner mon deuxième tips plutôt, c'est préparer et lisez les intrigues de tous les livrets avant de le lancer. Alors c'est pas ce que moi j'ai pu faire, parce que Empire en ruine et le Racornu au tout début et le pouvoir derrière le trône n'étaient pas sortis minimum en anglais. Alors même si pouvoir derrière le trône je le connaissais. Parce que ça correspond plus ou moins à l'ancienne édition, mais le Racornu c'est tout nouveau, et l'Empire en ruine ils ont changé de manière assez nette par rapport à la première édition. Donc je vous conseille de bien lire les intrigues, et en fait l'Empire en ruine, le dernier livret, résume assez bien à peu près tout. Donc en fait il faut commencer par la fin si vous avez tous les livrets, et puis comme ça vous permet de faire quelque chose assez, on va dire, qui peut se suivre, se coller avec une certaine, on va dire, intelligence. Moi quand j'ai préparé, j'ai fait un Miro. Je peux vous le montrer si ça intéresse. Je mets quelques instants sur l'écran, mais le propos n'est pas de le faire tout en détail, parce que... Et ce Miro, ça reprend tous les PNJ, puis j'avais fait quelques commentaires, les liens entre eux. Donc j'avais préparé, d'ailleurs je peux partager mon Miro sans problème pour ceux qui voudraient le récupérer. Je crois qu'il y a pas mal de Miro de Warhammer qui tournent comme ça sur internet avec tous les noms, et ça permet, par exemple pour pouvoir derrière le trône, j'avais fait quand même quelque chose d'un peu détaillé, de me mettre en tête tous les PNJ. Dans ce conseil là de le préparer avant, qu'on soit clair, je ne vous dis pas de tout lire et de noter chaque PNJ pendant 6 mois avant de lancer. Alors déjà première chose, vous savez pas jusqu'où vous irez avec votre joueur, donc par prudence, lisez plutôt l'Empire en ruine et puis les présentations générales dans chaque livret, et puis comme ça vous avez tout en tête et vous pouvez lancer votre campagne. Et comme ça vous évite de lire plusieurs centaines de pages si à la fin vous dites que le premier livret il est bien. Mais si vous avez un bon casting, comme j'ai pu avoir moi, allez-y, lisez tout, ça vous donnera la trame générale et vous comprendrez surtout dans l'Empire en ruine tout ce qui s'est passé. Donc encore une fois, lisez l'Empire en ruine, ça vous donnera la fin. En plus déjà vous verrez en gros où les auteurs veulent vous amener. Et en plus, vous aurez tout un tas de trucs sur « Ah, mais pourquoi lui, il a fait ça ?» Et quand vous allez lire l'ennemi dans l'ombre, vous allez dire « Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi il a fait ça. » Bon, parfois, c'est un peu tiré par les cheveux, les amis, mais je reviendrai quand je vous expliquerai ma vision de la trame et ma vision narrative, parce que j'en ai fait ma propre campagne, bien entendu, pour mes joueurs. C'est parfois un peu tiré par les cheveux, mais je continue sur les livrets. Le troisième, et pas des moindres, s'appelle Le pouvoir derrière le trône. Alors c'est bien parce que le pouvoir derrière le trône, Power Behind the Thrones,
sans S, et ça veut dire tout ce que ça veut dire dans le titre. C'est que derrière, on est à Middenheim, dans une cité du nord de l'Empire, et puis là, il y a quelque chose derrière le trône de Middenheim qui se trame, et on est intrigue politique urbaine. Middenheim, c'est une magistrale enquête sociale, il y a de la manipulation, ça veut pas dire que les joueurs vont y arriver, les personnages vont y arriver. Moi, je conseille quand même de les amener le plus. En plus, ça se passe pendant un carnaval, donc il y a une ambiance de folie avec de la compète. Vous pouvez mettre en avant vos personnages pour qu'ils vraiment y vivent le festival, le carnaval. C'est autant l'ennemi dans l'ombre, le premier, on est très local, Boganofen, une ville moyenne de l'Empire, c'est local. Là, on est régional déjà. On est passé régional. Et bien entendu, j'ai oublié Mort sur le Rec, parce que je suis directement passé à pouvoir derrière le trône. Mort sur le Rec, c'est le deuxième. Là, on est sur l'exploration fluviale. On est. Alors, c'est la vie, on voit comment on vit sur le Rec. Le Rec est le grand fleuve du Reikland. Il y a du combat, il y a une pseudo-enquête, il y a un château hanté. C'est vraiment de l'exploration. J'allais dire que c'est lent, mais c'est lent, mais ça vous permet de découvrir vraiment le monde et le Reikland. Et puis il y a une intrigue qui est en elle-même plutôt bien. Elle mérite certainement d'être adaptée pour vos joueurs et vos personnages pour qu'elle leur parle, hein, bien entendu. Mais elle se tient plutôt pas mal. Donc le premier, Ennemi dans l'ombre, enquête urbaine à Boganofen. Impact local. Mort sur le Reich, le second, on va aller visiter le Reich, faire des grandes villes, les villes franches, s'opposer à une sorcière, et puis finir dans un château chaotique, dirons-nous comme ça. Le pouvoir derrière le trône, le troisième livret, enquête, intrigue politique, c'est urbain, c'est à Middenheim. Vraiment génial. Le quatrième, on est sur le Racornus Old Watt, qui est un ajout, hein, de la version 4. Dans les premières versions, je crois qu'on allait à Kislev, et quelque chose de pouvoir à Kislev, alors ça cassait la campagne. Là, on est dans la ligne droite de Middenheim, de pouvoir derrière le trône. On va jouer les conséquences du pouvoir derrière le trône. Et puis, les joueurs, et les personnages, s'ils s'en sortent bien, vont devenir des enquêteurs d'une commission spéciale de Middenheim. Peut-être auront-ils réussi à sauver la situation durant le pouvoir derrière le trône. Et ça, ils en tireront tous les bénéfices. Sinon, c'est plus compliqué. Mais en tout cas, ils vont être confrontés à des factions. On va parler dans le Racornu qui porte le nom en fait du dieu des Skaven, on va parler forcément de Skaven, de complot, et puis on va aller visiter les montagnes du milieu. Et je trouve que il est bien équilibré. Alors, d'aucuns m'ont dit que c'est pour être répétitif par rapport au pouvoir derrière le trône, mais on n'est pas du tout dans la même chose, on a juste une enquête. Les joueurs commencent à connaître bien l'Empire, les personnages commencent à avoir, eux, un peu de mainmise sur leur destinée, quoique mainmise, c'est... Oui, je pense quand même qu'ils commencent à prendre leur destinée en main, et puis la fin est plutôt épique, c'est, je trouve, la fin, on va vers du combat, on va vers des secrets du vieux monde qui sont révélés, donc c'est vraiment très intéressant pour bien voir tout l'univers de Warhammer, dont les Skaven sont quand même des créatures, donc c'est des hommes rats, hein, quelque part, les Skaven, sont majeurs, hein, dans l'univers de Warhammer. Donc, celui-là, il est intéressant. Je pense si vous voulez raccourcir la campagne, vous pouvez le supprimer. Hein, je pense qu'il n'y a pas de sujet à le supprimer. Mais ça fera que l'Empire en ruine va arriver un peu juste derrière une grande enquête urbaine. Et l'Empire en ruine, on arrive au final, des choix moraux, les confrontations avec le chaos intérieur, une finale où les grands personnages de l'Empire et les personnages joueurs vont faire des choix, et je pense que c'est ça qui est extrêmement intéressant dans ce dernier, c'est donner à vos personnages, chaque scène, chaque acte, ils doivent prendre des décisions qui impactent, et là on parle de l'Empire, hein, on n'est plus sur du local comme le premier, du régional comme l'Empire, comme le pouvoir derrière le trône. L'Empire en ruine, chaque décision des joueurs a un impact au niveau de l'Empire. Et je me suis même attaché à ce qu'ils se positionnent entre les factions, et que, vu ce qu'ils savent, ce qu'ils ont fait, les informations clés que eux seuls possèdent, parce que
c'est ça qui est intéressant, on peut leur donner des informations qui leur permettent d'avoir un pouvoir sur ces décisions, et ben ils vont pousser en fait, et moi ça m'a permis de construire d'ailleurs la fin et le futur de l'Empire en m'appuyant sur leurs décisions. Il y a un mariage princier, ils peuvent aussi faire des choix, il y a un prince, le prince Wolfgang, l'héritier potentiel de l'Empire, il y a des personnages hauts en couleur, et puis des choix moraux et très très majeurs faits par les personnages. Et c'est pas très clair quand on lit l'Empire en ruine, justement, quand vous allez lire, vous dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire les personnages là? Moi je vous dis, lisez-le en vous disant, mes personnages qui sont, alors et au tout début, ils vont être ratiers, ils vont être répurgateurs, ou ils vont être apprentis magiciens, ils sont rien. Mais dites-vous qu'à la fin, c'est ces personnages-là qui influeront sur l'Empire, et quand on lit, moi je me suis attaché effectivement à leur donner un rôle majeur, et dans les décisions ou dans les choix, et que les conseils qu'ils peuvent donner à des personnages qui auront de l'impact sur l'Empire. La fin est apocalyptique, à moins qu'ils fassent le bon choix à un moment donné, et qu'ils soient très malins, et moi mes joueurs, ils ont failli le faire, mais le MJ fourbe que je suis, non, même pas, j'ai pas eu les pousser, je pense qu'ils savaient quel était le bon choix, mais ils ont préféré jouer leur personnage et aller au bout de l'acte, et il y a un twist à la fin, qui est connu par beaucoup de MJ et de joueurs, mais le twist, je trouve qu'il est sympa, faut pas le révéler du tout aux joueurs, il est quand même assez sympa, alors que tous les joueurs pensent que leurs personnages ont gagné, on se retrouve pour la fin, c'est la fin, et ben le twist arrive, et là on est dans Warhammer. Les gars, en fait, à la fin, tout se passera mal, ou pas comme vous l'aviez espéré. Donc 5 livrets, 5 compagnons qui vont venir vous aider à décrire. Je prends un exemple dans le raccord nu, il y a la description des Skaven, des 13 clans, donc c'est assez précis. Il y a quelques scénarios complémentaires dans les compagnons, dont un sur une histoire de nécromancien que moi j'ai lancé au début, parce que je trouvais que ça apportait un peu d'air neuf à la pression constante de la campagne. Et puis en fait ils se sont débarrassés du nécromancien au début du pouvoir derrière le trône, ce qui fait que bon bah ça n'a pas duré longtemps, mais vous pouvez le faire. Bon, ça va rallonger, ça rajoute de la complexité narrative, surtout quand vous allez mixer le pouvoir derrière le trône, le raccord nu, et vous allez rajouter cette histoire de nécromancien. Donc moi je l'ai lié bien entendu à la campagne, en disant que le nécromancien était lié à une des factions, et qu'il avait été finalement envoyé pour faire de la perturbation près de Middenheim, dans le Middenland. Voilà, pour le lier quand même un minimum. Mais les quelques scénarios proposés sont sympas, et puis ça peut surprendre les joueurs. Vous pouvez bien entendu intercaler des scénarios de votre crue, sachant que c'est pas relativement timé, autant le premier Enemy in Shadow, donc l'ennemi dans l'ombre, peut être timé, il y a la Face, mort sur le règle, vous prenez le temps. Le pouvoir derrière le trône, vous allez avoir 7 jours, hein, c'est le temps du festival. Le raccord nu, c'est aussi un peu timé, et l'Empire en ruine, c'est censé être hyper timé. Bon, c'est pas parce que les auteurs ont décidé que c'était hyper timé que vous devez le suivre, et d'ailleurs, faites-le à votre rythme. L'Empire, on est dans le vieux monde, tout se fait pas en 24 heures, même si il y a des systèmes de communication magiques par oiseau ou par signaux de lumière. Non, faites-le à votre rythme, et puis même si dans l'Empire en ruine, il y a une contrainte, les auteurs mettent une contrainte de date, moi je l'ai fait sauter. L'important c'est que vos joueurs prennent du plaisir, et qu'ils soient pas un temps, je veux dire, faut courir, et l'important c'est que vous fassiez, je pense, comme dans Mort sur le Rec. Dans Mort sur le Rec, il y a un timing qui est donné contre la sorcière qu'on poursuit. Honnêtement, faites-vous plaisir avec vos joueurs à faire des belles scènes. Autrement, ils vont arriver 3 semaines après, et ils auront que leurs yeux pour pleurer. Alors oui, c'est peut-être que vous voulez, mais c'est pas plus sympa quand on est joueur de se être rendu compte que en fait on passe à côté des trucs les plus intéressants. Donc voilà, refaites votre timing à votre goût, en fonction du MJ que vous êtes et de votre groupe. Peut-être certains groupes aiment bien passer à côté de l'intrigue parce qu'ils sont en retard de 2 jours, de 48 heures, mais
faites-le à votre timing, et en tout cas c'est ce que j'ai fait. Je peux vous montrer aussi ça, j'ai une scène là, sur Foundry avec le calendrier, et en fait au fur et à mesure donc j'ai mis les jours, l'année impériale, etc. Vous allez retrouver, je vais faire un gros zoom pour ceux qui regardent les écrans, mais tout commence en fait pas très loin d'Aldorf, dans l'intrigue principale, et puis ils vont à Weisbrück, Bogenhofen, donc semaine après semaine, j'ai mis où ils étaient. Et avec le mariage, vous voyez, il y a tout, hein, donc on va jouer sur plusieurs mois, et à la fin j'ai lâché parce que après le mariage princier, il n'y a plus vraiment de besoin de calculer les semaines, tout ça est beaucoup plus flou, et surtout j'ai fait une petite... je vous expliquerai ce que j'ai fait sur le dernier Empire en ruine pour leur mettre un peu de pression narrative en jouant sur le calendrier et sur le temps passé quand ils sont à un moment enfermés bien loin du vieux monde. Rien qu'à en parler, je kiffe encore de ces parties. Je sais pas si ça se sent, mais ouais, vraiment, j'ai adoré jouer cette campagne, enfin maîtriser cette campagne, puis la jouer avec mes potes. C'était génial, et c'est toujours génial, rien qu'à y penser. Et puis je suis content d'avoir enregistré parce que dans mes vieux jours, qui sont pas si loin que ça, je réécouterai peut-être et me marrer aller voir les anciennes parties enregistrées. Voilà pour la structure principale de la campagne. Je vais quand même aussi, ce que je voulais faire dans cette première session, vous expliquer comment moi j'ai joué. Alors, je vais certainement enlever tout sur l'écran, toutes les images là des livrets, et moi j'ai joué sur Foundry VTT. Voilà, sur Foundry VTT, j'ai acheté au fur et à mesure tous les livrets. Ce qui m'a permis, alors en plus de ce que j'avais, ce qui m'a permis d'avoir tous les textes, mais aussi tous les personnages, les PNJ, donc j'ai gagné pas mal de temps. C'est pas obligatoire, on peut le faire à la main, mais j'ai gagné quand même beaucoup de temps à la préparation. Il y a tous les personnages, il y a tous les textes aussi, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, de toute façon, comme j'ai acheté les livres en anglais, bon bah sur Foundry c'est en anglais, ça m'a pas trop dérangé. Maintenant vous allez trouver en français, pas les modules sur Foundry, mais les PDF. Donc module Foundry pas obligatoire, mais vous pouvez gagner du temps, pas mal de temps avec ça. Voilà comment je l'ai joué. J'ai aussi bien sûr rajouté pas mal de aides de jeu de ma composition, quelques introductions et aides de jeu pour les joueurs à tout moment sur le plan de l'Empire, les dieux, etc. C'est un univers où les dieux ont leur importance, donc il faut quand même un peu le faire. Et donc j'ai rajouté quelques aides de jeu de ma composition, mais le gros, la campagne, et c'est quand même une force de la campagne, c'est que il n'y a pas c'est pas une campagne qu'il faut réécrire, hein. Elle est écrite, je doute que vous avez besoin de réécrire. Alors peut-être pour l'adapter un peu à vos joueurs, bien entendu, mais en elle-même, il n'y a pas de faille majeure qui mérite de réécrire des parties entières. Loin de là, tout se joue assez naturellement, avec des aides de jeu qui sont plutôt bien faites. Alors c'est en anglais sur Foundry, mais en français vous les trouvez maintenant facilement aussi chez Chaos Project. Donc Foundry, ça m'a fait gagner beaucoup de temps, et puis ça fait aussi gagner du temps quand vous gérez les aspects techniques du système de jeu, combat, test, talent, etc. Foundry le gère de manière plutôt simple. Je ne fais pas l'article de Foundry, ça marche aussi sur d'autres tables. Moi, ma conviction, c'est qu'avec Foundry, j'ai gagné beaucoup de temps sur les combats, sur les aspects tactiques, vraiment beaucoup. J'ai gagné du temps aussi parce que mes joueurs qui n'étaient pas forcément tout le temps les plus techniques du monde, il suffisait qu'ils cliquent et ça faisait léger avec les talents, etc. Donc c'est quand même plutôt pratique pour les joueurs. Donc je conseille, on peut la faire sur table bien entendu, Foundry, vous pouvez même utiliser Foundry comme vous jouez sur table, ça peut vous aider bien sûr. Donc je vais m'arrêter là parce que j'avais dit que je faisais pas plus de 30 minutes sur le premier. Donc le premier c'était présentation générale. La seconde session qui sera publiée la semaine prochaine parce que je vais l'enregistrer là cette semaine. Là ça sera focus et ça sera que du spoiler. C'est ma vision de la campagne. Je raconterai la trame
principale. Donc je n'entrerai pas dans chaque détail de livret, mais je dirais voilà l'histoire globale. Et ça sera la deuxième session, et après je ferai une petite session par livret pour vous dire comment j'ai fait. Je vais finir, parce que j'ai dit j'en parlais, maintenant je vais finir sur le casting. Encore une fois, je le répète, beaucoup ont commencé l'ennemi intérieur, la campagne impériale, peu l'ont fini. Je sais pas les pourcentages parce que je suis pas statisticien, puis pas grave. Mais parce que c'est très long. Et donc vous avez besoin d'un groupe de joueurs très soudés. Ils vont certainement changer de personnage, ça a été le cas chez nous, d'un qui a changé de personnage. Et donc moi je conseille de faire un casting avec des gens avec qui vous entendez bien et sur lequel vous leur dites les gars, les gars et les dames, vous en avez pour plusieurs années de jeu. Vraiment plusieurs années de jeu. On jouait nous une fois par semaine quand même en ligne. Alors bien entendu avec les vacances, il y avait des moments où on n'a pas pu le faire pendant 2-3 mois. Mais la plupart du temps c'était une fois par semaine. Donc je dirais, et pour finir cette première session, l'ennemi intérieur, ça vous donnera un énorme plaisir de MJ, un énorme plaisir de joueur. Il faut le préparer, il y a beaucoup de lecture. Et c'est un engagement de joueur pour aller jusqu'au bout. À très vite pour la seconde session de cette présentation de l'ennemi intérieur.